va pouvoir commencer avec juste un tout petit peu de retard, mais ça va. Du coup, bienvenue à tout le monde à la fête du chant à l'assiette, déjà pour commencer, et à cette table ronde du coup sur les questions de genre dans le monde paysan. Du coup, donc moi je m'appelle Zoé et je vais animer la table ronde aujourd'hui, mais du coup moi j'ai pas grand chose à vous raconter sur le sujet, c'est surtout toutes les autres personnes qui sont là avec moi qui vont vous raconter des choses intéressantes. Et pour commencer, je vais laisser Anaïs nous faire une petite introduction. Et puis ensuite, on fera un petit tour de table pour vous présenter toutes les personnes qui sont là avec moi. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, moi je suis Anaïs, je suis animatrice au CIVAM Adage 35. C'est une association qui accompagne des éleveurs et des éleveuses dans la mise en place de systèmes herbagers, reposant surtout sur le pâturage. Et on nous a sollicité aujourd'hui, entre autres personnes et structures, pour parler un peu des questions de genre dans le monde paysan, parce que depuis 6 ans maintenant, on a créé un groupe de paysannes qui s'appelle les ailes de l'adage et qui donc, comme son nom l'indique, réunit des ailes, toutes celles qui se reconnaissent dans ce mot, pour réfléchir les questions de genre dans le monde paysan, individuellement et collectivement. Et donc du coup, ça nous a amené à la fois accompagner individuellement et collectivement des paysannes, et puis à ce que chacune, à son rythme et avec qui elle est, prenne conscience de qu'est-ce qu'être une femme paysanne, être une femme même rurale aussi en milieu agricole. Et du coup, l'objet de la table ronde d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous apporter différents témoignages qui sont plutôt basés sur des vécus individuels, soit de faits de métier de paysanne ou de travaux réalisés sur le métier des paysannes, les vies de paysannes et les engagements qu'elles peuvent avoir, pour essayer un petit peu de refléter ce que peut être le vécu des paysannes, et puis est-ce qu'il y a une spécificité à être une femme en agriculture, à quoi on peut faire face, qu'est-ce que ça peut aussi nous apporter, et qu'est-ce qu'on peut aussi apporter au monde paysan. Voilà. Et je vais donc laisser la parole à chacune d'entre vous. Merci Anaïs. Donc maintenant on va faire un tour rapide de présentation. Voilà, donc si vous pouvez dire chacune un peu qui vous êtes et d'où vous parlez et pourquoi vous êtes là aujourd'hui avec nous. Rapidement, hein. Pas besoin de... Enfin voilà, vous dites ce que vous voulez, juste 2-3 mots pour qu'on sache un peu qui vous êtes. Bonjour à tout le monde, moi c'est Thérèse. J'ai été paysanne puisque je suis en retraite depuis 2 ans, en agriculture bio à la fin de la carrière, en système herbager depuis plus longtemps, membre de l'adage d'ailleurs, par ce biais-là, et surtout très militante à la Confédération paysanne. Et j'ai vécu dans ma carrière qui a commencé en 83 des problématiques liées à la place des femmes en agriculture. Hein. J'ai même des fois remué dans les brancards. Des fois, je me disais, ça doit être marqué en rouge qu'il ne faut pas poser ce genre de questions. C'était au téléphone que ça se passait, par exemple. J'étais double active aussi, j'étais formatrice pendant pratiquement toute ma carrière en système, en CFPPA, notamment CFPPA du Reux, mais pas que. Et j'ai participé à la formation des gens qui se reconvertissaient pour s'installer en agriculture paysanne et en agriculture bio surtout, puisque c'était la problématique CFPPA du Reux. Et j'ai vraiment aussi côtoyé les jeunes en installation, et notamment des femmes, hein, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui s'installent. Et ça m'a apporté beaucoup de choses aussi, et revu que les choses n'avaient pas finalement tant changé que ça, malheureusement. Moi c'est Amande, je suis installée depuis 1 semaine officiellement. En fait, on a repris une ferme il y a 1 an et demi avec mon conjoint. On est en système en bovin allaitant, donc je fais partie des ailes de l'adage.
Dans les temps, on fait du cochon en plein air et une partie verger avec de la transformation. C'est une reconversion. Et voilà, je suis venue parce qu'effectivement, je fais partie des L et qu'on m'a demandé de venir. Bonjour, moi c'est Gwenaine. Je suis paysanne installée depuis 6 ans sur une ferme en polyculture élevage. Il y a actuellement des bovins de lait et des céréales et des vergers. Je suis là aujourd'hui parce que je fais partie des L de l'adage aussi. Je fais aussi partie de la Confédération paysanne dans laquelle je suis pas mal investie, et on a aussi créé une entité qui s'appelle les Travailleuses de la Terre, qui réunit un peu plus largement les personnes qui se reconnaissent là-dedans et qui réfléchit et essaye de proposer des solutions aux problématiques de genre dans l'agriculture paysanne liées à l'analyse du système politique capitaliste et patriarcal. Bonjour, moi c'est Lucie Rigal. Je suis actuellement en changement de ferme. Je suis installée depuis une dizaine d'années sur une ferme en ferme pédagogique et en poule pondeuse, en vente directe. Et là, je passe peut-être, croisant les doigts, sur une ferme en vache allaitante, juste parce que j'ai envie de rejoindre les ailes, en fait. Voilà, je suis fille de paysans et de paysannes, entre autres, et j'ai fait partie d'Accueil Paysan dans mes engagements, beaucoup, qui accueillent sur les fermes, notamment sur le volet accueil pédagogique et social. Et je suis investie à la Confédération Paysanne et à l'intérieur de ça, au groupe humain-animal, enfin le groupe de travail qui réfléchit les relations humain-animal, dont la mort animale fait partie, et de la commission femmes au national. Enfin, il y a un groupe femmes national, et du coup, voilà, on fait des liens. Et je fais partie aussi des travailleuses de la terre, qu'elle nous a présenté. Voilà. Bonjour, moi c'est Clémentine Commer. Je suis sociologue du genre et des mondes agricoles, et du coup j'ai fait un travail de thèse sur le mouvement des femmes en agriculture. Du coup je me suis intéressée aux usages de la non-mixité et à la variété de ces usages. Donc j'ai étudié de nombreux groupes qui ressemblent aux ailes, les travailleuses de la terre, mais aussi des groupes femmes qui existent dans les différents syndicats agricoles, etc. Et du coup, voilà, je me suis intéressée à la variété des parcours d'installation, le fait que la catégorie d'agricultrice, c'est pas une catégorie homogène et il y a différents profils à l'intérieur, et donc aussi différents rapports au féminisme et aux manières d'avoir une plateforme de revendication relative à l'égalité professionnelle, de montrer que selon les groupes, c'était pas les mêmes revendications, les mêmes manières d'envisager le métier et sa place de femme. Ok. Ah oui, j'ai une expérience de salariat agricole en chèvrerie et j'ai fait quelques remplacements en bovin lait aussi. Voilà. J'aime bien les vaches. Eh ben, merci à toutes de vous être présentées. Du coup, on va pouvoir démarrer. Donc, il y a juste quelques petites illustrations qui seront projetées au fur et à mesure, dont les intervenantes n'ont pas forcément connaissance non plus. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est un peu de s'en servir comme support pour réagir, enfin que chacune puisse éventuellement réagir, et aussi s'il y a des gens dans le public qui ont envie de réagir au fur et à mesure, vous pouvez aussi lever la main. J'ai une super assistante avec moi qui est chargée notamment de vous faire passer un micro. Voilà, puis il y aura un petit temps dédié aux questions aussi à la fin. Mais là, c'est plus si vous avez vraiment une réaction par rapport aux illustrations, par exemple, à ce qui est en train d'être dit. Et donc, pour commencer, l'idée c'était de partir sur un peu quelques petits chiffres, quelques petites données un peu socio-démographiques. Du coup, en fait, les chiffres, en vrai, on s'en fiche un peu. Mais sur la situation actuelle, globalement, de les femmes dans le monde agricole, juste en 2-3 chiffres, s'il y a, je sais pas, quelqu'un qui a une petite info à donner là-dessus. Pas forcément par rapport à l'image, là c'était... Mais un chiffre ou même si c'est vague, pas forcément un chiffre précis, hein, mais...
Ouais, c'est pas très clair ma question, pardon. Juste la situation actuelle des femmes en agriculture en genre un chiffre ou en 2-3 mots. La place des femmes dans le monde agricole. Moi j'ai un chiffre. Je dis, j'espère que je dis pas des conneries, mais 70% de l'alimentation dans le monde est faite par des femmes. Bien, ça me chiffre. Et en France, un tiers des travailleurs et travailleuses de l'agriculture sont des femmes. Donc tout statut confondu, c'est-à-dire chef d'exploitation, mais aussi salarié agricole. C'est un tiers des effectifs. Déclaré à la MSA, quoi. Ok. Et par rapport du coup au pourcentage, voilà, par exemple, on a quelques chiffres de pourcentage en termes de salariés, chef d'exploitation, du coup en fonction des statuts et tout ça. Est-ce que quelqu'un a une petite remarque? On s'en fiche un peu des chiffres encore une fois, mais par rapport à là actuellement, est-ce que... Non, personne. Bon, on peut, ok. Si, quand même. Si. 20% des femmes sont, c'est déclaré là, conjointes ou parentes de chefs d'exploitation. Alors je ne sais pas ce que ça rassemble, mais ça me fait penser quand même à quelque chose, c'est qu'il y a encore aujourd'hui à peu près 20% des femmes qui n'ont pas de statut dans le milieu agricole. Et ça pose énormément de problèmes. Même si ça a baissé, c'est vrai, hein, parce que quand on dit 30% des femmes sont actives, après-guerre, même encore quand on s'est installé, moi-même, c'était beaucoup plus que ça. Mais elles étaient complètement invisibles. Elles n'avaient pas de statut très majoritairement. Aujourd'hui, ça s'est quand même amélioré, mais il reste 20% des femmes qui n'ont pas de statut. Il y a sûrement des hommes qui n'ont pas de statut, ou de statut qui leur permet d'accéder à un vrai métier, en fait, enfin à une reconnaissance en tout cas. Parce que quand on est conjoint de quelqu'un, mais qu'on travaille toute la journée sur le boulot, je vois pas pourquoi on n'aurait pas de statut. Mais en fait, c'est une réalité encore aujourd'hui. Il y a sûrement des hommes qui n'ont pas de statut, mais c'est beaucoup plus faible, le pourcentage. Ouais. Ok, merci. Du coup, voilà, on a quelques petites infos pour commencer. Et du coup, par rapport à la situation actuelle, ma première question, c'est un peu, est-ce que quand même, on pourrait dire qu'il y a eu des changements, des évolutions positives enfin, voilà, la situation actuelle, est-ce qu'on peut quand même dire qu'elle est meilleure qu'il y a quelques temps, en tout cas en France? Et qu'est-ce qui a pu évoluer sur ces dernières dizaines d'années et comment ça a pu évoluer? Si vous avez des... Comme Thérèse l'a commencé à l'expliquer, jusque dans les années 80, les femmes n'avaient un statut qu'en vertu de leur situation matrimoniale. Donc c'est parce qu'elles étaient épouses d'eux qu'elles avaient des droits à la sécurité sociale, mais en tant qu'épouses, donc pas en tant que travailleuses reconnues individuellement. Donc comment tout ça a évolué? Parce qu'il y a des femmes qui se sont battues, parce qu'elles se sont battues. Je pense que si elles ne s'étaient pas... mises en mouvement justement dans des groupes femmes ou à l'intérieur de leurs syndicats, je suis pas sûre que le droit aurait beaucoup évolué. Donc il y a eu tout un travail de fait par les agricultrices et paysannes pour revendiquer un statut professionnel. Donc avec des premières moutures en 78-80 et puis ensuite au fil des décennies, une acquisition de droits professionnels, mais aussi de droits, par exemple en termes de congé maternité, il y avait un statut différencié pour les femmes agricultrices. Et donc il y a eu un alignement tendanciel sur les droits au congé maternité, comme ce qui prévaut chez les salariés. Je suis pas sûre de mon chiffre, mais je crois que c'est plus de 50% quand même des femmes installées qui ont le droit du congé maternité ne le prennent pas parce qu'il est quand même pas adapté à la situation agricole. Et au sein des syndicats, avec la Via Campesina, le groupe femmes de la Via Campesina et les groupes femmes, la commission femmes de la Confédération paysanne, petit à petit, il y a des choses qui ont évolué au fur et à mesure du temps, grâce aux luttes aussi des femmes, dont les parités au sein de la conf et quoi, plein de choses. Sur les retraites, il y a eu des actions, après on peut citer quoi. Et sur les retraites, je ne sais pas si vous savez à peu près la moyenne de retraite d'un paysan à l'heure actuelle, c'est autour de 850 €.
Et pour une paysanne, c'est le chiffre de cette année, parce qu'on a bossé un petit peu dessus, c'est 530. Et ça, c'est lié au statut que les femmes n'avaient pas. En fait, les femmes ont très peu cotisé du fait qu'elles n'étaient pas reconnues. Enfin, c'est comme si elles étaient, je dis invisibles, hein, c'est carrément ça. Hein. Complètement invisibles, pourtant elles travaillaient sans doute contre les hommes. Peut-être plus même, parce que souvent elles ont 3 métiers. La ferme, les enfants et le ménage. On va revenir là-dessus après. Ouais. Et le problème de la cotisation, c'est qu'il y avait, enfin, il y a quand même aussi un peu une aversion à la cotisation dans le milieu agricole. Voilà, c'est payer pour avoir des droits sociaux, c'était pas dans les mentalités, et ça reste encore le nerf de la guerre. Donc, un agriculteur déjà payé pour lui-même, bon, ça commençait à passer, mais alors payer pour sa femme, non, enfin, je veux dire, s'il y avait des investissements prioritaires à faire, c'était la mécanisation, etc., mais c'était surtout pas cotiser pour que madame ait des droits sociaux, une retraite complémentaire, etc. Donc en fait, ça s'explique aussi parce que... Oui, c'est vrai. Ok, donc bon, mine de rien, il y a quand même eu des luttes qui ont permis de faire changer les choses un peu en bien, mais on sent bien dans ce que vous dites qu'il y a quand même encore pas mal de choses qui ne vont pas trop, et on va en parler après. Mais du coup, par rapport à la place des femmes, donc là, maintenant, dans le monde paysan, moi, ma question suivante, c'était est-ce que le fait que les femmes qui sont présentes sur les exploitations agricoles, qui gèrent les exploitations agricoles avec leur compagnon ou non, enfin voilà, qu'est-ce que leur présence, elle peut permettre, est-ce que ça permet des choses, est-ce que ça change quelque chose quand il y a des femmes, on va dire, par rapport à quand il n'y en a pas? Je sais pas, c'est ma question. Et enfin, notamment sur la petite illustration là par exemple, qui du coup une illustration d'un rapport de l'adage. Je sais pas si ma question est claire ou pas. Je peux changer de question. Oui, moi je pense que ça change beaucoup de choses, mais comme dans toute société, c'est pas sain qu'un métier soit exercé que par une catégorie, c'est-à-dire ou les hommes ou les femmes. C'est bien qu'il y ait de la mixité partout, c'est vrai à l'école, c'est vrai partout. Et dans le métier de paysan, c'était vraiment géré, même si je l'ai dit et je le redis, je le redirai peut-être encore une fois, les femmes étaient là, mais elles étaient invisibles, et c'était doublement invisible. Elles étaient invisibles de l'extérieur, mais aussi invisibles à l'intérieur. Il n'y avait rien qui était organisé pour elles, et elles se taisaient. En fait, l'histoire des retraites, là, les femmes étaient d'accord avec leur mari pour ne pas cotiser pour elles, parce qu'elles avaient compris que ça coûtait trop cher à l'exploitation, et qu'il valait mieux utiliser l'argent ailleurs. Donc c'était vraiment un consensus, comment dire, y compris des femmes. Et donc, c'est récemment, quand les femmes ont commencé à s'installer à leur nom, que les choses ont changé. Parce que quand une femme s'installe seule sur sa ferme, elle est bien obligée d'adapter plein de choses aux problématiques qu'elle va trouver, parce qu'elle ne peut pas penser qu'il y aura quelqu'un qui viendra l'aider tous les jours. Donc, c'est que là que ça commence à changer. Et c'est donc très récent. Ouais, et il y a enfin moi ce que j'ai trouvé, alors c'est peut-être un rapport personnel, mais on en a déjà parlé, il y a quelque chose de l'ordre de ne pas être feignant, d'être fort, d'être puissant sur une ferme, et aussi des valeurs qui sont portées par le patriarcat et le capitalisme, quoi, de force, valeur, rentabilité, d'avancer, enfin, et du coup il y a notamment, donc là je fais juste un des points que la transformation peut-être de la pratique agricole sur les fermes avec l'arrivée des femmes, donc là c'est juste sur un point technique, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire, c'est que du fait de la différence on a adapté en fait le système, les outils agricoles pour pas se casser le dos, et donc du coup ça a favorisé aussi la pratique des hommes à l'intérieur de ça. Moi, je suis arrivée sur des fermes, je faisais à 20 ans beaucoup de remplacements agricoles en vaches laitières notamment, et c'était beaucoup de remplacements de mecs qui avaient le dos pété, qui avaient 35, 40 ans, 50, et qui étaient vraiment cassés en deux, quoi.
je parle pas moralement, mentalement, parce que c'était aussi le cas, mais c'était physiquement, en tout cas, ils étaient cassés. Et en fait, l'outil agricole n'était pas adapté en fait à tenir physiquement pour un homme, à soulever des remorques à la main. Enfin voilà. Et nous, quand on arrive, pour le coup, moi, je peux pas rivaliser non plus avec certains types sur la ferme à porter des sacs de 50 kilos, quoi. Donc du coup, on essaye de réfléchir à des outils adaptés pour pas se casser le dos. Et en fait, du coup, ils en profitent maintenant très largement, quoi. Pour moi, il y a aussi un truc important à signifier sur la place des femmes dans les fermes, c'est que l'immense majorité du travail domestique, du travail dit reproductif, donc c'est-à-dire faire les courses, le ménage, la bouffe, gérer les enfants, prendre rendez-vous chez le dentiste, ainsi de suite. Donc tout ce travail reproductif et domestique incombe très généralement aux femmes dans la société et je dirais presque encore plus sur les fermes où il y a une énorme perméabilité entre le privé et le professionnel. Et du coup, ce travail domestique qui n'est pas valorisé, qui est invisibilisé la plupart du temps et non reconnu, mais c'est du temps de travail. Et du coup, clairement, en fait, quand on a ce temps de travail-là dans une journée qui fait 24 heures, on ne peut pas mettre le même temps de travail en face dans l'atelier productif qui est un mec qui est complètement déchargé de ces tâches-là. Donc, nécessairement, en fait, les femmes vont essayer de trouver des adaptations parce qu'en fait, avec cette surcharge de travail domestique, en plus du travail productif, en fait, on cherche à faire rentrer tout dans une même journée. Donc, essayer de trouver de la plus-value, il y a plein de solutions différentes qui sont mises en place, mais souvent, c'est de trouver de la plus-value via des labels type bio, via de la viande directe, de la vente directe. Pardon, ça va être d'adapter, faire un investissement pour que la traite, au lieu d'y passer 1h30, on n'y passe qu'1 heure, et ainsi de suite, pour juste faire rentrer toutes les heures de travail dans la journée. Voilà, c'est important. Et après, on ira on ira plus précisément sur ce volet-là après, mais il y a une étude faite par Émilie Serpotian en recherche-action qui a étudié du coup l'arrivée de femmes sur des fermes et qui montrait la transformation vers des directions agroécologiques quand les femmes arrivaient sur les fermes. Alors, il faut faire attention avec ce que je viens de dire là, parce qu'on pourrait aller dans des biais essentialistes voilà. Mais on va en revenir tout à l'heure sur cette question, mais en tout cas, il y a une transformation agroécologique due à l'arrivée de femmes sur les fermes étudiées. Je voulais juste effectivement je suis d'accord sur le côté très viriliste en fait qu'on voit en agriculture. Moi, c'est un des trucs qui m'a choqué l'année dernière, c'est tout est dur. On a repris une ferme laitière, c'était un monsieur qui était tout seul sur sa ferme, et j'ai pleuré de rage sur des trucs à la con à faire, où je bloque encore aujourd'hui parce que c'est dur, et c'est vraiment, même pour les mecs, c'est rageant, il y a un côté, il faut bourriner quoi. Et du coup, le fait d'arriver en tant que femme, et je pense même plus généralement en tant que non issue du milieu agricole, parce qu'on arrive peut-être avec d'autres cadres, et on se dit, franchement, pourquoi est-ce qu'on se casse le dos, et pourquoi est-ce que ça va être aussi dur, ça oblige, ça va vers des choses plus pratiques, plus fluides, et plus respectueuses aussi du corps des paysans et des paysannes, effectivement. Merci beaucoup. Et du coup, tu as un petit peu introduit ce qui était ma question suivante sur ce que pouvaient produire les femmes, on va dire, dans l'agriculture. Et donc, notamment, quelle peut être quelle place les femmes peuvent prennent dans la transition agroécologique. Parce que moi, du coup, j'ai pas du tout tous les chiffres en tête et tout ça, mais je sais qu'il y a a priori quand même quelques chiffres qui ont tendance à montrer que les femmes ont plus tendance à se tourner vers le bio, faire des systèmes qui sont moins problématiques vis-à-vis de l'environnement. Et du coup, voilà, je sais pas ce que ça vous évoque, vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, on se bataille pour savoir qui va expliquer ça, parce que c'est assez complexe. Donc bon, j'y vais.
Donc, ce que je disais juste avant, c'était qu'il y avait une transformation vers des directions agroécologiques des fermes avec l'arrivée des femmes. C'est complexe à aborder comme question parce qu'on ne veut pas arriver vers l'essentialisme justement et de dire en fait les femmes elles sont plus proches de la nature et plus douces et donc du coup il y a une transformation agroécologique. Bon. Du coup vu que nous on n'est pas de ce féminisme là, en tout cas, je parle en votre nom. Non, j'ai raison. Voilà, pardon. Et ben en fait la manière dont on explique, et si je me casse là l'explication je refile. Voilà. On est éduqués à être femmes et les hommes sont éduqués à être hommes. Et du coup, il y a un certain type de valeurs qui sont inculquées des bébés, même dans le ventre de la mère, des bébés à être femmes. Donc bon, on peut aller au supermarché, on voit les rayons roses et les rayons bleus, c'est très clair. Enfin, moi, je dis souvent cet exemple-là parce qu'il est criant, quoi, avec des poupées, de prendre soin, avec les poupées, faire le ménage, prendre soin avec du social et du travail domestique, donc le travail reproductif. Et donc du coup, dans toutes ces valeurs-là, être éduquée femme, il y a toutes les valeurs de care, de soin, d'avoir une empathie collective, de prendre l'avis du collectif avant même le sien, et du coup le contraire en éducation genrée homme. Et donc, toutes ces valeurs-là, en fait, qui sont inculquées, un peu formatage, dès tout petit, ça fait que quand on réfléchit à l'installation agricole, il y a un prisme global et collectif qui est pris en compte, dont l'impact des pesticides sur les autres, les enfants ou quoi, la manière dont on va gérer, justement, comment je vais gérer et mes enfants, et mes enfants et et du coup ça va vers un peu des petites structures paysannes en vente directe, donc du coup c'est un peu plus facile de gérer tout ce système là avec tout un ensemble de... J'arrête. J'apprends. Bon, du coup, Lucie a bien expliqué ce qu'on entendait par le fait ce qu'on s'entend par le genre, que le genre féminin et le genre masculin, c'est un processus éducatif, c'est pas essentialiste. En tout cas, on part pas sur cette base-là. Et du coup, à chaque genre a été apposé un système de valeurs. Donc, en effet, les femmes, un système de valeurs qui est plus autour du soin. Et chez les hommes, plus des valeurs autour de la force, du courage, de l'abnégation, et ainsi de suite. Et du coup, ça, par exemple, nous, au Travailleuses de la Terre, on travaille pas mal sur ces questions-là. Et en fait, on dit que ça, c'est le système patriarcal qui a divisé les humains en genre féminin et genre masculin, avec des systèmes de valeurs assignés. Et ça a été très, très pratique. Parce que en fait ils ont divisé Pardon, il y a mes filles qui viennent d'arriver. Ils ont divisé ces systèmes de valeurs en imposant une hiérarchie, il faut quand même pas déconner. Il y a des valeurs qui comptent plus que d'autres. Et dans cette hiérarchie, on va dire que les valeurs dites masculines ont beaucoup plus été rapportées au domaine de la culture, et les valeurs dites féminines, donc du soin, de l'écoute, de la reproduction et ainsi de suite, ont beaucoup plus été rapprochées du côté de la nature. Et du coup, ça a permis de légitimer l'exploitation en fait gratuite du travail des femmes de la culture par la nature. Puisque finalement, les hommes étaient plus du côté de la raison, les femmes du côté du sentiment. Et du coup, ça s'est divisé comme ça d'un point de vue hiérarchique. Et nous, on dit qu'en fait, c'est à peu près la même chose qui s'est passée par rapport au vivant. Il y a eu le même processus de considérer que le vivant, la nature, on va dire en général, n'était pas capable de raisonner, n'était pas capable de se défendre, et du coup, il fallait plutôt en prendre soin, etc. Et du coup, en fait, on pouvait s'autoriser à l'exploiter. Aujourd'hui, on parle d'exploitation agricole. Plus beaucoup de fermes d'ailleurs, et ainsi de suite. Et du coup, il y a ce passage-là entre finalement la domination
patriarcal que subissent les femmes, qui est en lien, en tout cas d'un point de vue de l'imaginaire, avec la domination des hommes, des humains sur la nature. On peut le voir aussi avec les pauvres, les Suds, les Nords, enfin, on peut le décliner de plusieurs manières. Et cette articulation-là, donc ça c'est un peu pour nous le fonctionnement, on va dire, de la logique patriarcale. Et en fait, ce qui s'est passé récemment, on va dire pendant les 30 Glorieuses, là, c'est qu'il y a eu la promesse du monde capitaliste et industriel envers les femmes de dire on va vous libérer de votre astreinte, de votre travail domestique par la technologie. Nous, cette force capitaliste va pouvoir vous libérer. Et en fait, ça a été une énorme arnaque. Il n'y a pas eu du tout moins de travail, pas du tout. Et du coup, il y a eu cette arnaque au moment des 30 Glorieuses qui a fait émerger des mouvements qu'on appelle aujourd'hui des mouvements écoféministes qui ont articulé la critique du capitalisme et du patriarcat en disant que le capitalisme utilisait finalement le fonctionnement qu'avait instauré le patriarcat de l'exploitation de la nature par les humains, du bénéfice du travail gratuit des femmes par les hommes, du bénéfice du travail des Suds vers les Nords, et ainsi de suite, quoi. Et pour en arriver à la question de base de pourquoi est-ce que les femmes vont vers l'agroécologie, c'est aussi de se dire, en fait, on se rend compte que ce système capitalo-patriarcal ne peut pas être une réponse, en fait. Ne peut absolument pas être une réponse pour nous, puisque finalement, on est exploité en tant que femme par ce système-là, capitalo-patriarcal. Et que du coup, en fait, on va essayer d'en trouver des solutions à l'extérieur, en fait, de ce système. Et c'est pour ça que le processus était un petit peu long, mais pour moi, ça explique pas mal pourquoi est-ce qu'en fait... En fait, on ne croit plus aux arnaques du capitalisme, on ne croit plus à l'arnaque du patriarcat, et qu'en fait, il faut qu'on trouve des solutions à l'extérieur. Et du coup, les solutions extérieures, c'est un renversement des valeurs des systèmes patriarcaux, et de dire, en fait, le care, le prendre soin, et ainsi de suite, et en fait, c'est ça qu'on a envie de défendre, et c'est ça qui va sauver la planète, et c'est ça qu'on veut faire dans notre quotidien, c'est comme ça qu'on veut élever nos animaux, et ainsi de suite. Juste pour alimenter les facteurs explicatifs de la contribution des femmes au renouvellement des pratiques agricoles, il y a aussi une dimension très sociologique qui explique ça. C'est que en fait, les fermes se transmettent quand même encore majoritairement en lignée masculine. Et du coup, en fait, il y a des difficultés d'accès des femmes aux outils de production, tels qu'ils existent, quoi. Et donc, du coup, un moyen de quand même s'installer, c'est de s'installer autrement. Et donc, on va choisir des systèmes qui s'accommodent de plus faibles investissements, d'une plus faible mécanisation, etc. Donc, des systèmes qui dérogent quand même aux normes dominantes de production. Donc ça, c'est un premier facteur d'explication. Et le deuxième, c'est qu'en fait, ce qu'on voit aussi dans les parcours des femmes, notamment les nouvelles installations, c'est qu'on a des... En fait, le genre, il n'est pas explicatif de tout. Le genre, il faut le corréler à d'autres dimensions sociales, notamment les parcours scolaires, les trajectoires sociales, etc. Et on voit que les femmes qui s'installent aujourd'hui, par exemple, elles ont des niveaux de diplôme relativement élevés. En tout cas, elles cumulent des savoir-faire certifiés agricoles, mais aussi non agricoles. Elles ont eu des expériences salariées dans des centres urbains. Elles ont parfois été très familiarisées avec le mouvement féministe avant de rentrer dans la profession agricole, etc. Donc elles importent aussi... des représentations sociales, un système de valeurs, des enjeux de définition féministe de leur métier, une conception du travail aussi comme une dimension d'engagement politique qui contribue aussi à se poser des questions sur comment on pratique le métier et comment on peut faire autrement. Et donc tout ça, ça renouvelle les pratiques. Ouais, parce que par ailleurs, on s'arme de beaucoup plus de diplômes pour s'installer et de beaucoup plus d'expérience. On s'installe beaucoup plus tard. Il y a presque 10 ans d'écart entre l'installation des hommes et des femmes. Il y a un truc où la légitimité à être capable d'eux est moindre. Et donc,
il y a une réflexion et une expérience qui est plus importante chez les femmes à l'installation, et donc plus tu pratiques et tu réfléchis, plus tu vas vers des systèmes bio et... Non. Non, je rigole. Oui, c'est ce que je pense. Il y a un effet stratégie un peu aussi, où effectivement on a du mal à avoir une place, surtout quand on n'est pas issu du milieu, dans un milieu classique conventionnel, enfin, aller s'intégrer dans le milieu agricole classique, aller à la CUMA, fréquenter en fait ce milieu, c'est ça, très masculin, il n'est pas forcément facile, on a du mal à y trouver notre place, et du coup, des fois, c'est aussi une stratégie pour trouver sa place, il faut la faire, et inventer d'autres choses, et du coup, effectivement, aller davantage vers de la vente directe, vers des systèmes bio, vers des systèmes nouveaux, en fait, vers l'innovation, pour pouvoir, en fait, faire notre place à nous, et pas juste aller jouer des coudes dans les réunions de la CUMA pour... Je rejoins Amande, parce que en fait, du coup aussi, la reconnaissance, elle n'est plus que dans le milieu agricole, parce qu'elle est tellement difficile pour les femmes, la reconnaissance dans le milieu agricole, qu'il faut finalement aller la chercher ailleurs, parce que, on ne fait pas un métier sans reconnaissance. Moi, j'envisage pas ça comme ça, en tout cas. Mais du coup, ça fait pas trop mal la transition par rapport à qu'est-ce que c'est d'être une femme un peu plus concrètement dans le milieu agricole. Et ouais, du coup, je suis passée sur le truc suivant. Je reviens un petit peu en arrière, mais du coup, je sais pas si tu voulais ajouter un truc. Non. Du coup, oui, par rapport à ce que vous disiez, au final, le fait que c'est plus compliqué quand on est une femme de faire sa place dans le milieu agricole. Et donc, notamment, voilà, oui, moi, mon point suivant, c'était de partir sur le fait que même si du coup il y a des évolutions, etc., est-ce que selon vous, on peut quand même dire que les femmes sont encore relativement invisibilisées dans le milieu agricole, ou est-ce que vous ne diriez pas ça? Oui, alors moi je pense qu'elles sont encore invisibilisées, c'est vrai, quand on n'a qu'à aller voir dans la présence des femmes dans la représentation agricole, que ce soit dans les coopératives, dans les services comme les banques, etc. Il y en a, c'est pas zéro, mais sans doute ça a évolué un peu, mais ça reste très minoritaire. Et en fait, dans les CUMA, n'en parlons pas, quand une femme rentre au bureau d'une CUMA, souvent elle est... Enfin, bon courage, en tout cas. Vraiment bon courage. Il faut oser, quand même. Encore aujourd'hui, il faut oser. Mais tant mieux qu'il y en ait, parce que souvent elles font aussi bouger les choses. Ah oui, CUMA c'est coopérative, oui, désolé. C'est mon travers. Coopérative d'utilisation de matériel agricole, c'est en fait une coopérative pour le matériel, et on met le matériel en commun et après on s'en sert. Mais d'ailleurs dans les CUMA il n'y a que des hommes pratiquement, les administrateurs ce sont des hommes, les gens au bureau ce sont majoritairement des hommes, le président c'est toujours un homme. Enfin, en tout cas, je ne connais pas de femmes aujourd'hui. Il y en a peut-être, mais ça doit vraiment être très, très, très minoritaire en France. Et les salariés, c'est pratiquement que des hommes aussi. Ce sont des chauffeurs, donc c'est pratiquement que des hommes. Donc vous voyez, c'est vraiment un millier d'hommes. Une petite anecdote. Il y a 30 ans, on a voulu créer un groupe. On faisait la comptabilité à la main, quand j'ai démarré, à la main, et puis l'informatique est arrivée. Et on était dans une association et ça se passait pas bien. On a voulu créer notre groupe de compteurs avec nos logiciels différents les unes et les autres. C'était un groupe de 5 femmes dans notre CUMA. D'hommes donc. Et j'ai dit à mon mari, qui était administrateur, qui était même au bureau, est-ce qu'on pourrait envisager d'acheter du matériel? À l'époque, on n'avait pas chacun notre ordinateur chez nous, c'était dans les années 80. Vous voyez, c'était le début. Et donc je dis, est-ce qu'on peut envisager d'acheter matériel en groupe à la CUMA? Alors il me dit, oui, je vais en parler. Donc réunion, et il revient, et je lui dis, alors c'est passé? Il me dit, non, il trouve que c'est trop important l'investissement. J'ai dit, ah bon? Merde! Ils sont pas gênés d'acheter un tracteur à 100 fois plus cher. Alors là, ça faisait pas un pli, il n'y avait pas besoin de discuter longtemps. Il me dit, va défendre le bout de gras. Je dis, ouais, d'accord, j'y vais. Ouais, ça a été vite vu, On a acheté le matériel. J'ai l'impression qu'on a toutes un stock d'anecdotes énorme. Je crois que
Maud Bénézy, qui est la dessinatrice, enfin l'autrice de la BD qui apparaît derrière nous, disait que les femmes qu'elle a suivies appelaient ça les pépites. Nous, quand on se retrouve avec les L, en fait, en général, il y a toujours un moment d'échange sur la dernière qui t'est arrivée, quoi. Et notamment, on a un groupe Signal WhatsApp pour échanger des infos, et souvent, il y a des moments où en fait, on vient de se prendre un vent monstrueux ou un acte de sexisme énorme et de rage, on va le partager avec les autres qui vont comprendre en fait toutes les répercussions que ça a. Et oui, l'invisibilité, elle est encore énorme. Moi, une anecdote principale, je me suis installée avec mon conjoint. On était 2 installations différentes à la chambre d'agriculture. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à suivre les démarches à l'installation, j'y arrivais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis plusieurs mois, toutes les infos concernant mon installation étaient envoyées sur la boîte mail de mon conjoint. Voilà. Bon, comment est-ce qu'on peut suivre quelque chose? C'est une anecdote, je sais pas s'il y en a qui l'ont. Ouais, là, moi, il y a 2 personnes qui sont installées en ERL sur ma ferme, et elles me disaient l'autre jour, j'ai toujours pas les codes pour aller sur notre compte. Donc c'est un mec et une nana. Et du coup, elle était là, j'ai toujours pas les codes. Et elle a mis, là, ça fait 2 ans qu'ils sont installés, quoi. Et elle a toujours pas un code perso. Elle doit emprunter les codes de son associé pour pouvoir aller sur les comptes en banque. Et là, j'ai réalisé que moi, j'ai fait ça pendant presque 8 ans. Parce que je recevais pas mes codes, j'avais beau le demander, enfin ça n'était pas du tout. Du coup, je devais passer par le compte de. Du coup, c'était toujours. Je devais noter, pour aller sur mon propre compte en banque de RL, je devais noter Pierrick Régal. Et du coup, on a acté, en fait, nous on vit, on n'a que des mecs pro-féministes là avec nous à s'installer, à vivre, etc. Et donc du coup, on essaie de transformer collectivement un peu nos fermes. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois que j'allais acheter du matériel agricole, ou alors quand l'ETA, l'entreprise de travaux agricoles arrivait sur la ferme, les chauffeurs, ils s'adressaient, s'il y avait mon frère et moi, ils s'adressaient que à mon frère, et moi j'étais comme à côté, et que des fois il s'adressait au père de mon fils qui était animateur sportif. Et du coup, et moi il disait bah alors t'as combien de poules et tout, et du coup lui il était là en mode moi je sais pas. Moi je répondais à la question, mais clairement, je répondais. Et puis il faisait ah ouais, enfin, et il répondait, il communiquait quand même avec le mec qui était à côté de moi. C'était même malaisant pour lui parce qu'il y avait un truc où je vais pas parler à ta femme, ce serait enfin il y avait un peu un truc en mode il était gêné, il n'arrivait pas, je lui répondais, et ça arrive régulièrement ce genre de cas quoi. Où, du coup on a dit avec mon frère bon bah pour les médias, pour les entrepreneurs agricoles, pour machin, on donne ton numéro, c'est toi qui y vas. Et tu vas toute seule parce que les médias, les surmédias disaient la ferme de Pierrick et sa sœur, la ferme de Pierrick et sa sœur, la ferme. Alors je suis pas la femme d'eux, mais je suis la sœur d'eux. Et du coup je suis là, putain on a fait exprès de s'installer, genre pas en conjoint, je suis quand même la sœur. Et donc bon, bref, et du coup ça n'arrête pas quoi de faire, c'est continuellement ça. Donc au départ tu dis c'est rien, ça va, c'est pas grave, enfin je vais pas commencer à. Et ça t'attaque, et ça te bousille au fur et à mesure en fait de trucs mais en fait ça te bousille ta compétence, ta confiance en toi sur beaucoup de choses quoi. C'est que du coup tu te dis je dois pas être compétente, ça doit être chaud, en fait je dois raconter de la merde. Et du coup ta légitimité, même si au départ moi je suis fille de paysan et du coup j'avais confiance en moi sur. Mais en fait ça te la grignote petit à petit quoi. Et une fois qu'on vire les numéros de Pierrick et qu'on met les tiens, tu communiques, ils n'ont pas le choix. Et du coup, ils te parlent en professionnel, quoi, ils te serrent la main, au début ils rigolent un peu, et puis après ça le fait, quoi. Ils disent bon, bah c'est elle. Et en vrai, ça le fait. Enfin, c'est. Et stratagème, mais ouais, c'est tout le temps, quoi. C'est une lutte, c'est un combat, une lutte. On est en lutte continuellement, quoi. Voilà. Ouais. Il y a une question dans la salle. Je sais pas si. Vous avez un groupe entre vous pour justement balancer un peu ces pépites. Et je sais que dans d'autres milieux où les femmes ne sont pas assez reconnues, ça existe des groupes sur les réseaux sociaux où on peut justement balancer ces pépites et les partager entre femmes. Est-ce que dans le milieu agricole, il y en a? Parce que du coup, je ne les connais pas encore, mais ça m'intéresserait. Qui serait ouvert à tout le monde, du coup, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouvert à tout le monde. Oui, c'est ça. Ouvert à. Aux personnes concernées, mais pour partager largement, pas que dans des personnes qui se connaissent déjà, quoi. Parce que des fois, ça peut aussi aider d'entendre qu'ailleurs, il y a des choses qui se passent comme chez nous. C'est ce qu'on disait, on a les réseaux nationaux de la Confédération paysanne, on a les ZEL, on a les CIVAM, on a la DAGE.
On a plein de réseaux, les travailleuses de la terre, les femmes rurales. C'est des choses qui sont vraiment dédiées pour balancer ce genre de politique qui se passe. Non, enfin ça se trouve, mais pas. Non, ce sera à créer. C'est une bonne idée. Ce serait à créer. Bon bah voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Effectivement, comme Lucie disait, le côté, quand on est en installation, c'est pareil, ça fout plein de doutes sur son projet. Parce qu'on est là, on arrive, on a plein d'idées. Et puis en fait, on rencontre plein d'interlocuteurs, on visite des fermes. Et en fait, le retour que nous font nos interlocuteurs, ils vont forcément influer sur notre projet. Et typiquement, effectivement, il y a le même truc, tu visites une ferme, en couple en l'occurrence. Et en fait, quand on parle technique, le monsieur il répond au conjoint. Quand on visite la maison, par contre, alors madame, on va visiter la maison. Parce que nous, évidemment, c'est la maison qui nous intéresse et pas les vaches. Et à la chambre d'agriculture, moi, le truc qui me gonflait, je voulais le faire, du coup, je m'installais au début en vache allaitante et en verger. Et en fait, on me disait, ah, mais vous allez faire du petit fruit et de la caille. Non, je ne vais pas faire du petit fruit, je vais faire du fruit. C'est du gros fruit. C'est con, hein, c'est des petits fruits et des grands fruits. Mais madame, elle fait des petits fruits, elle ne fait pas des grands fruits. Les grands fruits, c'est un truc de mec. Et alors, les vaches, on n'en parle même pas, effectivement. Les femmes qui veulent s'installer seules en vache, en élevage bovin, parce que les femmes, c'est pour les caprins, c'est les moutons, c'est les chèvres, c'est mignon. Les grosses vaches, c'est un truc de mec. Heureusement, il y en a de plus en plus, effectivement, qui arrivent à s'installer, mais qui racontent aussi les galères avec les banquiers. Parce qu'elle ne va pas y arriver. Comment est-ce qu'elle va faire pour un village? On n'a pas le bras assez long, on ne va pas savoir contentionner les vaches. Parce qu'on est petite, fragile et mini, et qu'on n'est pas censé faire ça. Et en fait, c'est vrai que ça finit par grignoter notre confiance en nous, et heureusement qu'il y a des groupes, effectivement, où on se dit, bon, en fait, il y en a qui y arrivent, moi aussi je peux le faire, et c'est pas parce que, voilà, il y a des solutions, on peut s'aider, on va se donner des tuyaux, et on va peut-être... mais faut pas se laisser bouffer. Si vous avez votre projet, vous tenez bon jusqu'au bout, même si on vous dit que vous allez faire des palmes et des moutons. Je compléterai, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Amande, et je pense que les groupes, notamment les L, ça nous a toutes aidés aussi sur ce truc de confiance en nous. En fait, ça grignote. On est attaqué de partout, les portes, elles sont énormément ouvertes pour qu'on se tire de ce métier. On n'est pas à notre place. Du coup, tout est un peu fait pour ça. C'est pour ça que moi, je considère qu'on est en lutte, rien qu'en étant paysanne et en restant installée. Mais en effet, ce quotidien, en fait, cette invisibilisation, le fait qu'on rapetisse notre rôle en permanence, qu'on nous met en doute, ça grignote la légitimité, la confiance. Et les groupes auxquels on fait partie, moi je me rappelle, un des premiers trucs qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on était tout arrivé avec des problématiques qu'on pensait personnelles, de je suis pas assez douée pour ça, je suis nulle là-dessus, en fait c'est peut-être pas ça, pour se rendre compte qu'en fait toutes, on était concernés par les mêmes préoccupations, et du coup à un moment donné on se dit bah si c'est toutes on est concernés, c'est peut-être que le problème c'est pas de nous juste toutes seules, c'est peut-être un problème systémique, et là on commence à avoir prise sur quelque chose, et on peut produire, on peut essayer d'enclencher un changement. Merci. Je sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose ou... du coup, le statut, on en a parlé. Du coup, là, c'était sur l'installation. Il y a écrit 700 agriculteurs se sont installés en Bretagne cette année. Voilà. La peine de préciser qu'il y a aussi des femmes. C'est ça, donc effectivement, quand on entend 700 agriculteurs se sont installés cette année en Bretagne, a priori, on peut se dire qu'on visualise que des hommes. Et donc après, là, oui, c'est plus pour revenir sur le quotidien. Du coup, on en a déjà quand même un peu parlé, mais donc notamment, je crois savoir que, voilà, on a parlé du fait que ça pouvait être compliqué de s'installer en tant que femme seule, notamment, parce que par rapport aux banquiers, à la légitimité, etc. Mais du coup, si on s'installe en tant que femme, donc pas seule, mais si on s'installe en couple, bah, du coup, ça pose aussi tout un tas de problématiques qu'on a déjà un peu évoquées, il me semble. Donc je sais pas si vous auriez des petites choses, des réactions, si on en a déjà parlé, mais par rapport à cette illustration, ou plus largement sur le fait de s'installer et de construire une exploitation agricole en étant en couple hétérosexuel, notamment. Bah, moi, c'était une stratégie de m'installer. Je ne me suis pas installée en couple, je me suis installée avec mon frère, mais je l'ai utilisé en tant que stratégie avec lui
parce que j'ai vu que c'était un parcours assez... je voulais m'installer toute seule dans le sud, mais j'ai dit, bon non, en fait, ça va être assez compliqué. Et donc du coup, on a fait stratégie 2. Je le dis parce qu'on veut y aller seul et faut être entouré parce que ça cogne quand même quoi, l'installation déjà, et en tant que femme seule encore plus. Et donc du coup on a utilisé le fait, on a joué sur le patriarcat pour pouvoir passer en fait sur des trucs où j'allais voir le banquier, ça passait pas. Du coup boum, Thierry qu'il arrivait, ça passait. C'est horrible, mais c'est la réalité quoi. J'ai demandé la ferme, c'est pas passé. Et du coup c'est lui qui a été un an après et boum, on l'a eu. Et donc du coup on a joué en fait avec ce paf. Et donc des fois en fait on faisait cette carte là de quand on revendiquait quelque chose dans le groupement de producteurs et que ça passait pas de moi, bah, il arrivait et disait, enfin c'est un peu chiant mais en fait des fois j'en avais marre de batailler et donc j'ai joué de cette d'être associée à un... J'aurais pu combattre plus et dire non c'est bon je vais y arriver toute seule, mais ça m'aurait vraiment attaqué avec en plus les enfants, la vie quotidienne, de beaucoup de choses, j'étais épuisée. Et donc du coup, bah, en tout cas, on a trouvé la manière de se dire, on le fait, mais par contre on le critique, tant pis, en fait, on va utiliser cette arme-là juste pour fumer les gens, et puis derrière on reprend quoi, sur la destruction du patriarcat dans notre groupe, dans notre association, et donc pas de travail genré, et donc on a avancé tout doucement en 12 ans, en 10 ans, comme ça quoi, sur la ferme. Voilà, c'est un peu moi mon expérience d'être avec un homme, à travailler avec un homme sur une ferme quoi. Et c'est de surtout si on fait quelque chose qui est genré ou quoi qu'est-ce, c'est de se dire on le fait là une fois mais on revient tout de suite en arrière parce qu'il ne faut pas que ça devienne une règle et que si c'est plus facile parce que c'est lui qui demande, et ben il ne faut pas que ce soit toujours lui qui demande. Et du coup c'est un peu ponctuellement au compte-gouttes, juste parce que des fois on peut pas et c'est trop violent pour. Mais voilà, moi je trouve que ça peut être... on peut utiliser le fait d'être avec un homme sur une ferme comme une arme aussi... de destruction patriarcale. Sur la question de la charge mentale à laquelle renvoie la petite illustration là, Gwenaëlle, tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, mais en fait ce qui est aussi peut-être singulier au milieu agricole, ou en tout cas au monde des indépendants de manière générale, c'est qu'il y a une forte perméabilité entre le domicile, la sphère professionnelle, la sphère privée. Du coup, on travaille chez soi, et ça a beaucoup d'implications, parce que dans la mesure où les tâches parentales et domestiques continuent d'incomber quand même encore majoritairement aux femmes, bah ça crée en fait une constante programmation, déprogrammation du travail agricole, puisqu'en fait on va alterner des activités sur la ferme, à la maison, etc. Il y a des activités considérées comme périphériques, où est-ce qu'on les classe, quand on lave les côtes, est-ce que c'est du travail professionnel, est-ce que c'est du travail domestique, quand on libère les zones de déplacement sur la ferme qui sont encombrées, là aussi, de quel travail ça relève. Donc en fait, quand on va chercher le médoc chez le veto, etc., en fait on a une série comme ça de micro-tâches qui sont mises bout à bout, et à la fin de la journée, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bah en fait, on a du mal à expliquer, c'est pas une tâche qui rentre dans, qui est vue comme une tâche canonique de la production, bah j'ai fait mon champ de labour, ou je sais pas quoi. Et du coup, ça aussi, ça contribue à émietter la conception du travail, alors que toutes ces tâches, elles sont évidemment nécessaires au maintien de l'outil de production, et puis au fait que la ferme tourne, quoi. Et je pense qu'en fait, pour rejoindre un peu le propos de Gwenaëlle sur le système capitalisme agro-industriel et l'influence des modèles de production aussi sur la division sexuée du travail, en fait, plus il y a de pression à aller vite sur les fermes, et plus on doit faire beaucoup dans un temps restreint, plus l'ordonnancement du social se sclérose pas. Donc plus en fait les tâches genrées reviennent naturellement au galop. Quand on doit être efficace, eh ben, on redivise. Et du coup, ce que m'ont dit moi beaucoup de femmes installées qui avant étaient salariées, voilà, des gens en couple, etc. Elles m'ont dit avant, ouais, on avait trouvé nos équilibres dans le partage des tâches domestiques, parentales, etc. À partir du moment où on s'est installé sur la ferme et que voilà, la priorité c'était dégager le revenu agricole, etc., ça a redivisé complètement les espaces, du dedans, du dehors, du productif, du reproductif, etc. Et parce que aussi
Il y a cette logique de rentabilité qui fait qu'on peut... En fait, désapprendre nos rôles sociaux, ça suppose du temps. Ouais. Sur ce truc du temps, je te rejoindrai, c'est aussi... oui, on est beaucoup, surtout à l'install, on fait tout dans l'urgence. Du coup, il n'y a pas le temps d'apprendre qu'il faut faire. Donc, des gens les tâches, ça passera peut-être dans 5 ou 6 ans, on verra. Et en fait, un des trucs qu'on fait, nous, avec les L, c'est qu'on intervient en milieu scolaire et sur les questions de genre en agriculture. Et une des choses dont on s'est rendu compte très rapidement en intervenant au milieu scolaire, c'est que en fait, toute la partie technique de l'agricole était apprise en général pendant les périodes de stage et pas dispensée par les centres de formation. Et du coup, c'est laissé au bon vouloir des maîtres et maîtresses de stage d'apprendre ce qu'ils veulent faire apprendre. Et en général, les mecs montent sur des tracteurs, les filles, non. Très majoritairement. Il y a des exceptions, heureusement. Peut-être ça a évolué un peu, c'est cool. Mais voilà, le biberonnage des petits animaux, ça à fond par contre. Du coup, ça fait, et on l'a fait remonter, et il y a des choses qui avancent aussi dans les centres de formation. Du coup, on a posé le constat que, en fait, à diplôme égal, les compétences acquises étaient inégales, hommes et femmes, déjà. Du coup, sachant que c'est pas proposé par la formation, sachant qu'en général, dans la transmission familiale, on apprend en général plus aux petits garçons à bricoler qu'aux petites filles, ça fait qu'on arrive à l'installation avec une différence de compétences techniques qui est évidemment là. Du coup, cette différence de compétences techniques, elle fait que s'il faut qu'on fasse un mur en parpaing parce qu'il y a un truc qui s'est cassé la figure, s'il faut qu'on aille faire un point de soudure parce que le machin a lâché et tout ça, et ben en fait, il faut apprendre à souder, il faut apprendre à faire un peu de maçonnerie, il faut apprendre à utiliser les outils et ainsi de suite. Et du coup, ça demande du temps. Et vu qu'on est sous pression en permanence de rentabilité parce qu'on est dans un système de productivité, même en essayant d'être le plus alternatif possible en termes d'agriculture, on est soumis à cette pression-là. Et en fait, le temps, on a beaucoup de mal à le dégager pour se former et le réclamer. C'est compliqué aussi au sein des collectifs de travail, que ce soit en couple ou non en couple, de dire en fait, là, il faut qu'on pose en priorité, alors qu'il y a le foin, alors que machin. Non, il faut qu'on prenne une demi-journée pour que tu m'apprennes à souder, parce qu'en fait, sinon, je ne pourrais jamais m'autonomiser, et puis on va continuer comme ça et comme ça. En fait, c'est hyper compliqué de revendiquer ces temps et ces espaces de formation-là. Voilà. Du coup, il y avait ça, et c'est vrai que nous, souvent, c'est un truc qu'on essaye d'en parler de plus en plus par rapport à travail domestique, travail productif. C'est de ne pas parler de temps de travail, mais parler de temps de loisirs disponible, en fait. En fait, à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, combien de temps de loisirs disponible il reste à chacun, chacune? Et bien, en fait, en général, c'est souvent assez proche, c'est-à-dire pas grand-chose. Et du coup, ça permet aussi de visibiliser le fait que le travail domestique fait partie du travail. Voilà, je voulais appuyer aussi avec on n'apprend pas la même chose en tant qu'enfant de paysans, hommes et femmes. Mon frère, il est arrivé avec plus de compétences techniques, quoi, très clairement. Et moi, de soins aux animaux, biberonnage. Après, exactement ce qu'elle dit, j'étais foutue sur le biberonnage et les choses comme ça, salariat, stage, nanana. Et après coup, en plus avec les grossesses ou la grossesse, et ben du coup tu peux plus, tu as interdiction de faire du tracteur, des outils techniques, des outils de tronçonneuse et tout, donc et après t'allaites ou machin, du coup tu te refous une rafle de 2 ans par enfant, tu dois faire de la compta, de la vente et les trucs qui permettent de pas mettre en danger l'enfant qui est dans ton ventre. Et donc du coup tu perds en compétences techniques, tu t'as pas le temps d'apprendre ce truc là, et donc le travail se genre sur la ferme. Mais je voulais dire qu'il y avait des solutions, parce que nous, on l'a clairement fait et ça a marché avec mon frangin. C'est que du coup, il y avait un truc où, peu importe le temps que je mettais, j'allais monter la ferme pédale, toute seule, les lecs, l'eau, la fonderie. Et du coup, si j'avais un bug, je lui posais une question, il répondait, mais s'il venait sur mes chantiers, il se taisait, quoi. C'était vraiment... il venait pour m'aider, il faisait ouvrier, et moi, je testais. Et si ça foirait, c'est pas grave, je me testais, en fait. Et il n'y a jamais eu de problématique à ce niveau-là sur... il faut juste cadrer vraiment le truc, on nous prend pour des tarés parce qu'on est hyper strict. Mais en fait, ça marche vraiment bien de tout carrer, de dire non, que dalle. En fait, toi tu gères ton truc, moi c'est le mien, je prends le temps que je veux et je gère ma technique seule, quoi.
Une fois, on me demandait c'était quoi le conseil qu'on pouvait donner effectivement avant l'installation. Et il y a l'atelier paysan qui fait une formation, je crois, de 2 ou 3 mois sur les questions techniques assez générales avant l'installation. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille aux nanas parce qu'effectivement, ça permet d'aller, avant de s'installer, d'aller apprendre de la soudure, à faire de la charpente, à faire, je sais pas ce que ça veut dire, de l'électricité. Nous, c'est des choses qu'on fait du coup en formation avec les L. Mais on a une journée par-ci, 2 journées par-là, donc c'est vrai qu'on se donne de la confiance, mais on va pas très loin quand même dans nos chantiers. Alors que là, ça permet de se dire, j'ai ça à rattraper dans mes compétences. C'est vraiment les compétences agricoles en fait dont on ne parle pas vraiment dans nos formations, mais en fait, on en a besoin tout le temps. Et d'avoir des bases en bricolage, ça fait gagner un temps de fou après en installation et ça permet d'être moins décalé effectivement par rapport à son associé masculin si on en a. Je rajouterais juste que le décalage technique, il a un coût. C'est que des femmes qui sont installées seules, en fait, qui n'ont pas ces compétences-là, elles délèguent à des tiers et elles les payent. Voilà. Donc en fait, c'est un coût très concret, très réel. Oui, et puis c'est toujours plus facile de se former à l'extérieur que de se former au sein. Enfin, moi, je vois au sein de mon GAEC, où on était 2 femmes et 3 hommes. C'était compliqué, enfin c'est exactement ce qu'elles ont dit, je ne veux pas le redire, mais j'ai vécu ça. Nous on est efficace là-dedans, ne viens pas. J'ai posé des parpaings au début de ma carrière, mais après je ne l'ai plus fait parce que il y a autre chose. Attends, mais il y a urgence, là, il faut aller traire, c'est l'heure de la traite. Forcément, c'est toi qui y vas, quoi. On le dit même plus, c'est tellement évident. Et voilà, ça s'en va comme ça, et puis petit à petit, il y a des choses, c'est toujours les mêmes qui les font. Et résultat, moi j'ai une TMS et mon associée femme aussi, d'avoir trop fait la traite. Si on avait plus partagé, peut-être que tout le monde en aurait un peu, mais elle est obligée de se faire opérer, moi moins, grâce au fait que je travaillais à mi-temps. Voilà la réalité des fois. Et à l'inverse, je trouve que du coup c'est important effectivement de réfléchir à la question du travail genré, pas genré. Et en même temps, des fois, le travail genré, la répartition genrée du travail, des fois, c'est aussi ce qui peut nous convenir. Et l'important, c'est d'avoir le choix. Mais des fois, c'est aussi ce qui peut nous convenir. Ça a été assez difficile sur l'installation, parce qu'en fait, moi, j'adore la com, j'adore la commercialisation. Et je peux passer des heures dessus, ça me pose aucun problème. Mais c'est vrai que du coup, ça me faisait chier, parce que c'était moi qui le faisais, et que, en fait, c'était le boulot de femme, et que pour l'instant, monsieur, il était sur le tracteur. Et ça m'a bouffé un moment avant que... Parce qu'en plus, on avait ce truc de il faut être efficace. Donc du coup, on utilise chacun nos compétences. Mais pour Damien, c'était relou aussi parce qu'il se tapait les tâches pas marrantes. Et en fait, je trouve que l'important, c'est qu'on mette le doigt sur qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. Comment est-ce qu'on veut partager le travail qu'est-ce qu'on a envie de... Enfin, comment on se partage les tâches ingrates et comment on se partage les tâches sympas. Et comment, effectivement, on est un peu interchangeable, comment on apprend quand même ensemble. Mais sans se mettre la rate au bouillon, si on aime aussi... biberonner les veaux et que monsieur il adore le tracteur, peut-être que des fois, et que nous on déteste, peut-être qu'il ne faut pas se poser de questions. On a une collègue elle déteste le tracteur, et du coup elle délègue, mais du coup elle dit c'est pas parce que je sais pas faire, c'est parce que je délègue parce que j'aime, je délègue parce que j'aime pas ça. Et c'est aussi important de dire, c'est pas parce que c'est un choix aussi technique que je fais, ça c'est un truc que je fais faire. Merci beaucoup. On va essayer de garder juste un petit peu de temps quand même à la fin pour des petites questions, voilà. Mais juste, il y avait un dernier point que je voulais aborder, c'est du coup, on a déjà un peu parlé de lutte, d'organisation, etc. Et donc oui, cette photo, du coup, si vous pouvez dire, vous êtes dessus, c'est ça? Formation tracteur pour les futurs installés, ouais. Du coup, organisée au sein du groupe des ailes, dont vous faites partie toutes les deux. Donc ça, par exemple, c'est une des choses que vous faites au groupe des ailes. Et au sein de ce groupe, vous avez aussi créé un clip que je vous propose de regarder, du coup, maintenant, si tout fonctionne niveau technique. Croisez les doigts. Alors, hop. Donc c'est un petit clip qui dure 3 minutes 45, c'est ça? C'est ça, ok. Donc, on va regarder ça.
retraite. Machine et moi en tête à tête. Cœur du métier et petite trêve. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, révolution. J'ai fait un rêve, révolution. Une virée de bord, un sémaphore, une volte-face, un face-à-face. Réévaluation de mon devenir, revalorisation de mon métier. Un petit tour sur soi-même, ça ne paraît pas si sorcier. Une révolution verte, parce que le rouge, moi, j'ai donné. On ralentit, on parle, on prend et on vacille. Et puis on marche et on s'arrache, on s'entrechoque, on s'interloque. Il y a du mépris dans vos œillades, il y a de l'affront dans vos gonades. De prêt patron pour les stockades, la bonne sur la barricade. Tu n'entends pas, la planète crie, ton vieux modèle a tout détruit. Depuis la nuit des temps, on veut que je prenne soin. Et patron, il est temps, on se donne la main. Sœur du silence, sortez-le. Vous entendez l'invisible gronde. Tu vas finir par me rendre chèvre à force de me couper l'herbe sous le pied. Trotte dans mes bottes, tu me files la fièvre, te bouffe à tous les râteliers. Et moi, si je finis sur la paille à regarder passer les trains-trains, j'entends déjà le monde qui braille et qui me dit pleure, tu pisseras moins. Je veux pas te traîner dans la boue, ni te mettre des bâtons dans les roues. Mais mon fumier, ta langue fourche quand tes réflexes en remettent une couche. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre, mais pour ce qui est du cul de la crémière, ça sème des graines, ça trace son chemin et ça va pas se laisser traire. Tu n'entends pas, la planète crie, ton vieux modèle a tout détruit. Depuis la nuit des temps, on veut que je prenne soin. Et patron, il est temps qu'on se donne la main. Sœur du silence, sortons de l'ombre. Vous entendez l'invisible gronde. Je n'ai pas les cornes dans le fumier, je suis même plus que réveillée. Je suis peut-être femme du foyer, mais c'est pour mieux vous embraser. Ni feu, ni flamme au sens propre. Bon sens de femme et amour propre. Marre de tenir la barre cachée, marre de tenir dans le secret. Révolte, voltage et haute voltige, en équilibre sur nos vertiges. À nous de prendre du volume pour être enfin en force qui s'assume. Sororité, tu nous animes, promesse d'un nouveau paradigme, où soigner, veiller, cultiver suffisent à faire humanité. Tu n'entends pas, la planète crie, ton vieux modèle a tout détruit. Depuis la nuit des temps, on veut que je prenne soin. Et patron, il est temps qu'on se donne la main. Sœur du silence, sortons de l'ombre. Vous entendez l'invisible gronde. Et qu'en fait on a eu envie de le partager et aussi à nos associés, à nos collègues, à nos amis et du coup il y a eu l'idée d'en faire un petit spectacle pour l'AG de notre association l'Adage et du coup le spectacle durait 20 minutes à peu près et terminait par cette chanson qu'on a écrite suite à un travail qu'on a fait avec deux personnes, une animatrice et une comédienne. Et du coup, on l'a joué. C'était très émouvant quand on l'a joué. Et en fait, un peu les suites de ça. Et on s'est dit, il y a eu l'envie d'avoir quelque chose d'un peu plus autonome. Et du coup, on s'est dit qu'un clip, c'était cool et ça en valait pas mal le mot. Et que le texte était hyper beau et qu'on avait envie qu'il fasse son chemin, quoi. Ok, merci. J'avais une dernière petite slide du coup sur donc là on a parlé donc du groupe des ailes notamment donc des groupes en mixité pour se retrouver entre paysannes et réfléchir ensemble et se former etc. Mais donc après il y a d'autres choses que vous avez évoquées aussi au début donc comme les rencontres des travailleuses de la terre enfin voilà d'autres formes d'organisation. Du coup, je ne sais pas si vous voulez juste nous dire un peu quelques mots enfin, voilà, des rencontres des travailleuses de la terre, de ce petit message qui est affiché sur le mur. Et puis après, on gardera 10 minutes pour les questions. Ouais, j'avais juste envie de rappeler quelque chose aussi, c'est que la situation des femmes en agriculture, c'est quelque chose de particulier parce que on est en campagne, on est isolé, et les femmes, elles sont réparties sur le territoire, mais elles ne sont pas en ville, en groupe, avec des groupes affinitaires. Elles ne sont pas entourées forcément d'une bande de copines au plus large, enfin autour de chez elles. Nous, en Ille-et-Vilaine, on est plein parce qu'on est un département très peuplé
et que nous, on est une grosse vague aussi de militantes anarchistes et féministes à s'être installées en agriculture. Donc du coup, on a quand même un département particulièrement abondant en termes de meufs des terres, quoi. Mais les retours en fait des femmes en France qu'on a à la Confédération paysanne, entre autres, c'est que, et même pas que, quoi, c'est qu'en fait elles sont seules, isolées, sur leur ferme, elles ont que leur mec avec elles sont en couple ou pas, ou alors seules dans les campagnes, et donc du coup elles ont besoin de ces réseaux-là aussi parce qu'elles sont complètement isolées, et aussi elles ont besoin qu'on agisse sur place, parce que là on parle d'un patron ou de quelqu'un qui voudrait pas nous donner la parole, mais en fait la réalité c'est qu'il y a de la violence verbale, il y a de la violence physique, il y a de la violence sexiste et sexuelle, très clairement sur le territoire, partout. Et c'est quotidien. Enfin, quand on est féministe et qu'on dit tout haut comme moi, et ben du coup, toutes les meufs, elles m'appellent et du coup elles viennent me voir pour me raconter en fait en off ce qui se passe. Et donc ça n'arrête pas parce que vu que j'ai la casquette féministe et que je me montre et que certaines n'osent pas, et ben du coup les paysannes du territoire en Bretagne ou ailleurs viennent me voir pour me dire il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, et en fait ça n'arrête pas. Et c'est tout le temps. Et donc du coup, et moi j'ai envie de le dire aussi, rapprochez-vous, installez-vous, rapprochez-vous de groupes de femmes dans ce cadre-là, et c'est pour ça que ces réseaux de femmes qui réfléchissent d'ailleurs au niveau national à faire des groupes d'action directs, parce que la justice est trop longue, et qu'à un moment donné on a envie de dégager les mecs qui font des trucs sur les fermes directement, donc on réfléchit à un groupe qui pourrait agir là, et en Ille-et-Vilaine aussi. Mais du coup, c'est aussi ça, parce qu'on n'a pas évoqué cette question-là au sein d'aujourd'hui. Et je pense que c'est très important de le dire et de l'évoquer et de trouver des solutions collectives pour pouvoir que ça cesse. Et si c'est pas par la justice ou par nos pancartes, ce sera par de l'action de force s'il le faut. Merci. Ok, donc les travailleuses de la terre, on a rassemblé, on n'a pas voulu rassembler que des femmes qui étaient déclarées à la MSA au titre d'exploitante à titre principal ou alors conjointe collaboratrice, enfin déclarées à la MSA. On a voulu rassembler aussi les salariés, les femmes qui étaient paysannes vivrières et aussi les bûcheronnes et les travailleuses de la mer, mais on n'avait pas. Et donc, on a voulu rassembler tout ce monde-là parce qu'on sait que les femmes s'installent aussi plus tard en agriculture et du coup, on est beaucoup à être salariés pendant un long temps et que quand tu as la double casquette patron-mec et que tu es salarié, bah, tu t'en prends plein la gueule aussi. Donc du coup, on a fait une rencontre des travailleuses de la terre pour pouvoir se dire déjà en fait on a fait, donc il y avait une travailleuse de la terre, une rencontre des travailleuses de la terre qui se passait en Drôme en même temps qui se passait ici en Bretagne. Et donc on a fait des groupes d'auto-formation technique, donc en soudure, bûcheronnage, électricité, abattage de poules et découpe, voilà. Et on a travaillé sur des... on a travaillé théoriquement aussi à la suite de ça. On a voulu se rencontrer sur de l'atelier technique parce que on voulait pas se rencontrer sur un ordre intellectuel, de se cliver sur des manières de penser le féminisme ou de penser la lutte ou de penser tout court. Et du coup, vu qu'on est paysanne et qu'on se rencontre en général par le travail, on a travaillé ensemble le matin. On s'est entendu là-dessus, enfin voilà, et après on s'est rencontrés là-dessus. Et après on a abordé des thématiques ensemble autour du travail reproductif, socialité et travail domestique, l'invisibilisation des femmes dans les institutions, les voisins, les médias, etc. Vers une agriculture familiale non hétéronormative, comment partir d'un modèle de solidarité familiale paysan pour aller vers un modèle de solidarité en collectif, en collectif ou sur un territoire. Place des femmes dans les luttes paysannes, comment envahir les espaces, réappropriation des savoirs techniques, donc ça c'est ce qu'on a fait le matin, et on a réfléchi à ça aussi théoriquement. La place et rapport de notre corps dans le travail, le rendement en exploitation, où nous situons-nous dans l'agriculture paysanne respectueuse du vivant et des animaux. On a repensé en fait le système de rentabilité à l'intérieur de ça. La grande thématique qu'on pose là aussi, c'est justement cette agriculture non hétéronormative,
parce qu'on a envie de recréer des systèmes d'agriculture familiale, mais non basés autour du travail genré et de familles hétéros, de grands-parents à petits-enfants, parce que c'est plus comme ça qu'on se réinstalle, et c'est dire comment on fait des solidarités sur les territoires, où on accompagne les plus vieux dans la retraite. Enfin voilà, je suis en train de trop longtemps. Pardon, oui. Bon, bah, c'est un super programme, mais du coup, donc les rencontres des travailleuses de la Terre, ça a eu lieu à l'automne dernier. C'était ça, c'était à l'automne dernier, ça a eu lieu. Et il y en aura d'autres? Ouais. Ok. Là, on écrit, en fait, on est sur l'écriture d'un anticapitalisme intersectionnel paysan. Ok. Un manifeste? Oui. Ouais. C'est ça. Vous êtes sur l'écriture d'un manifeste? D'un livre? Un livre? Ok. Ouais. Ok. Wow, ça Ok. On touche bientôt à la fin. J'avais prévu tout un truc pour faire passer un chapeau et que tout le monde puisse poser des questions, etc. Mais on n'a plus assez de temps, je suis vraiment désolée. Du coup, on peut prendre peut-être 2 questions. Mais avant qu'on passe aux questions, pour toutes les autres personnes qui ont des questions et qui ont envie de prolonger les échanges, avec les intervenantes notamment, et même entre vous et tout ça, il y a un espace qui se situe dans la prairie, là-bas, au fond, avec une yourte, qui est la yourte d'un autre projet associatif qui est super chouette, que vous pourrez aussi découvrir, et qui nous est prêté aujourd'hui pour... on a installé dedans, du coup, tout un espace ressources, où il y a des brochures, des livres à consulter sur place, où l'idée c'est de pouvoir partager aussi vos ressources sur le sujet, et où du coup les intervenantes seront présentes en partie, pour certaines, sur la suite de l'après-midi. Donc n'hésitez pas à y aller, et comme ça peut prolonger les échanges aussi, même s'il va falloir qu'on libère bientôt cette salle. Et aussi, autre information, du coup, il y a l'autrice, la dessinatrice, illustratrice, et aussi autrice, une des autrices, de la BD qu'on a montré tout à l'heure, Il est où le patron, qui est là avec nous et qui, du coup, fera une petite séance de dédicace dans la foulée. Et il y a aussi, je ne l'ai pas là avec moi, mais... Ok, il est sur la table là-bas. On a aussi une deuxième séance de dédicace en parallèle qui va s'organiser juste à la suite de la table ronde, avec Anne Lecourt qui est avec nous, et qui donc a écrit... Non. Voilà. Donc, un livre qui s'appelle Paysanne, voilà, et qui parle de l'histoire de la... Ce sont des témoignages de femmes actuellement paysannes, et c'est moi une des plus vieilles des personnes interviewées, donc vous voyez, c'est quand même des gens en activité. Anne avait déjà enregistré des témoignages de femmes qui étaient paysannes dans les années 50, et elle a voulu, à l'initiative de son éditeur qui est Ouest France, elle a voulu refaire le même travail à peu près avec des gens actifs aujourd'hui, dont des jeunes femmes. Oui, le mieux c'est quand même que je vous donne la parole. Non, je voulais juste dire une chose. C'est difficile de prendre la parole après un groupe aussi éloquent. En fait, ce qui m'intéressait dans mon travail, qui est celui de collecter la parole de femmes prétendument ordinaires et sans histoire, c'est de faire le parallèle en effet entre cette génération de femmes nées à la fin des années 50 et celle d'aujourd'hui, qui sont beaucoup plus engagées, à condition d'être dans une sensibilité, on va dire, intellectuelle, souvent l'agriculture biologique, la Confédération paysanne, alors que d'autres qui représentent à peu près la moitié de l'autre système qui est conventionnel et que j'ai tenu aussi à interroger, restent pour une large part prises dans un schéma de grande obéissance à un monde qui est en place, celui de leur mari, celui des partenaires agricoles qui sont très nombreux, celui de la tradition et de la famille, du mythe familial auquel elle touche pas. Et voilà. Donc c'est un monde qui avance beaucoup moins vite, qui est pris dans des problématiques d'obéissance et de loyauté, voilà, dans des conflits de loyauté. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les choses avancent, mais dans des géométries qui ne sont pas les mêmes en fonction du monde d'où on vient, quoi. De quel endroit on parle. Voilà.
J'avais juste envie de rajouter qu'on vous a listé tout ce qui est dur dans le milieu agricole et je trouve ça un peu plombant. Mais moi, je suis pas du tout genre sacrificielle comme meuf. Enfin, si c'était dur, je me serais barrée depuis longtemps, clairement. Mais et donc la réalité, c'est qu'avec nos groupes là, de mecs, de meufs sur le territoire, on défonce très clairement dans la pratique le capitalisme et le patriarcat et c'est génial et ça marche. C'est que du coup on est bien sur nos fermes, on se marre tout le temps et dès que quelqu'un nous fait chier, on se met en action. Donc ça fonctionne vraiment et on est super heureuse avec nos animaux sur nos territoires. C'est vraiment chouette, ça veut dire en fait que ce qu'on dit, c'est pas déconnant, c'est super. Merci pour ce mot de la fin très positif. C'est agréable. Et donc du coup oui, donc juste après, je reprends ce que je disais, donc juste après, à 16h30 là, vous pourrez retrouver aussi dans la prairie une table avec donc des dédicaces et des livres à dispo qui seront vendus par l'étable d'Idemo. Voilà. Et il y a aussi un enregistrement de podcast. Voilà, du coup en fait la conférence là a été enregistrée. Et puis en fait l'idée c'est que si vous allez dans la yourte, il y aura aussi quelqu'un dans la yourte qui vous proposera, si certaines sont intéressées, de venir avec elle pour en fait vous poser quelques questions et vous enregistrer. Et l'idée c'est de partager ce que la table ronde a pu vous évoquer, si vous êtes aussi éventuellement concerné ou vous connaissez des personnes qui sont concernées, par exemple vos parents ou autres, je sais pas, partagez tout ça. Enfin voilà, l'idée c'est à la fin de créer un podcast pour garder une trace des échanges de cette journée. Voilà, donc il se passera tout ça dans la prairie, juste après. On peut prendre peut-être 2 questions, si on arrive à être assez brève. On a été super clair, il n'y a pas de questions. Une question. Ou alors j'ai fait peur en disant qu'il fallait être bref. Au tout début, on a une fois évoqué le congé maternité qui n'est pas adapté. Est-ce qu'on peut revenir sur le sujet? Congé maternité qui n'est pas adapté. Des solutions possibles ou comment est-ce qu'on s'organise concrètement? Il n'est pas adapté parce qu'on doit, à partir de 3 mois, en fait, 3-4 mois, c'est galère de faire tout le système agricole. Moi, je suis associée de mon frangin, mais du coup, je devais faire tout le travail, la moitié du travail. Il n'y a pas de travail genré qui se mettait en place. Enfin, on avait notre taf. Et du coup, à partir de 3 mois, tu peux pas faire de tronçonneuse, de tracteur, de je sais pas quoi. Et après, tu dois refaire ton corps, ton périnée, ton machin. C'est qu'à 2 mois et demi après l'accouchement, tu dois recharbonner et refaire 70 heures semaine avec les mêmes tâches de travail. Donc t'es remplacé de tes 9 mois à 8 mois à tes 2 mois et demi après l'accouchement. Et après tu dois enchaîner et bosser tes mêmes heures, 70 heures semaine, tout en allaitant, si tu as envie d'allaiter ou pas, quoi. Et refaire ton périnée machin. Donc la réalité c'est qu'on est plein, il y a énormément de descente d'organes de milieu agricole chez les meufs. Et en fait on se fatigue le corps et donc il faudrait pour moi, très clairement, j'aimerais bien avoir un remplacement, mais pour d'autres techniciennes aussi, en plomberie ou artisane. Mais juste, il faudrait un congé maternité qui commence dès tes 3 mois, avec un truc de transmission qui se fait. Parce que reprendre une ferme aussi, venir te remplacer sur 3 mois sur ta ferme, 4 mois, et apprendre à faire ta comptabilité, de la pédale, monitrice d'équitation, et en même temps faire des compteuses, de la vente. C'est pas possible de trouver quelqu'un qui peut te remplacer. Donc, du coup, tu continues à travailler en plus, quoi. Tu fais ta compta, tu fais des trucs. Donc la réalité c'est qu'il faudrait dès 3 mois avoir quelqu'un qui te remplace et ça jusqu'à ce que tu arrêtes, que tu te remettes bien avec ton kiné ou je sais pas qui te dise ok c'est bon, tu es prête à reporter des charges. Sinon en fait si t'as pas de mec sur ta ferme, le problème si t'as ton mec c'est que c'est du travail genré et après c'est dur de reprendre le truc et si t'en as pas, tu te bousilles le corps et du coup tu vois pas ton gamin grandir parce que tu le cales à la nounou toute la journée, c'est chiant. Donc le congé maternité il est vraiment loin d'être bon à mon goût. Moi c'est mon point de vue mais après je sais pas. Du coup peut-être j'imagine que effectivement sur ce travail-là, c'est criant et c'est hyper particulier, mais au final, on peut dire que juste aussi, c'est pas adapté du tout à tous les tous les types de travail et toutes les réalités sociales, quoi. C'est exactement le même problème. Du coup, tu fais le choix, quoi. Tu dis, je vais pas avoir d'autres gamins parce que tu choisis entre ta ferme et ton gosse. Il y a un peu un truc où tu dois faire un choix, très clairement. Et que quand il y a un salarié qui arrive, c'est pas youpi, il va te remplacer, c'est youpi, on va pouvoir faire le chantier bois, youpi, on va pouvoir lancer la maçonnerie de tel bâtiment. On reprend pas les tâches que toi t'avais, mais plutôt les tâches. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a une autre question?
Du coup, moi je voulais savoir si vous faisiez une différence entre paysanne et agricultrice. Est-ce qu'il y a un mot que vous préférez utiliser plus que l'autre et puis pourquoi? Pour moi c'est très clair, hein. J'ai jamais été une agricultrice, je suis une paysanne. Et pour moi c'est tellement différent. En fait, agricultrice, je peux pas gérer ma ferme en tant qu'agricultrice. J'étais par exemple intéressée par ce qui se passait. Nous, on habitait auprès d'une forêt, on avait beaucoup d'arbres. Et pour rien au monde, on s'est battu dans le cadre du remembrement pour pas détruire les arbres autour de notre ferme. On s'est vraiment battu dur, hein. Moi la première d'ailleurs, parce que mon conjoint il aurait sans doute abandonné avant. C'était très dur. Et j'ai aucun regret là-dessus, parce que en fait, le choix que j'ai fait, je faisais autre chose, hein. J'ai vécu en ville, j'étais conseillère agricole et j'en ai vraiment marre très vite, parce que ça me convenait pas, j'avais besoin de vivre dans la nature, et pour moi, paysanne, c'est vraiment ça, quoi, vivre dans la nature, vivre avec les animaux, entendre les oiseaux. De ce point de vue-là, le tracteur, ça me plaisait pas du tout non plus. Je préférais aller faire les clôtures à la main avec mon vélo pour traîner les piquets que de prendre le tracteur, même ça m'aurait aidé, mais voilà. Mais je suis pas la seule. Aujourd'hui, on dit entrepreneur du vivant. C'est pas nous, hein. On est beaucoup de confédérés ici, du coup, vos paysannes, je pense, résonnent énormément pour la plupart d'entre nous, et je pense que ça recouvre aussi un volet social du paysage, du lien au territoire, et qui fait partie de notre métier et qui est beau, quoi. C'est vrai qu'il est beau. Ok. Bon bah merci pour ces deux questions du coup, et désolée de devoir couper cet échange maintenant, c'est vraiment super intéressant. Mais voilà, on se retrouve dans la prairie juste après au niveau de la yourte et au niveau de la table de dédicace. Voilà, merci beaucoup à tout le monde.